Assis-toi. Avance un peu, avance-toi avec la chaise. Okay. Alors, Attention. Là. Il y a un truc au-dessus de moi. J'ai mon téléphone. Alors Manon, je te laisse déjà découvrir avant Tu qu'on m'enlèves démarre. totalement le bonnet? Ouais. Voilà, je te laisse regarder autour de toi, t'imprégner avant qu'on démarre. Vraiment, voilà, les 5 dernières minutes. Ok. Ok. J'avais pas du tout capté. Regarde derrière les petits trucs que t'as croisés. Ah oui, je peux. Ah oui, en effet. Heureusement que je me suis pas. Je me les suis pas pris en pleine tête. Ok. J'adore. Excellent. Ouais, t'as vu aucun indice? Rien. Ah, rien. Rien. N'avait-il pas une passion? C'était un connaisseur, mon père, un grand passionné d'art et de brocante. Il a aussi une passion pour les poissons japonais. Et pas comme. Puisque cette passion m'aide à vivre, pourquoi m'en priverais-je? Alors tu nous racontes tout ça, puis on va faire dodo parce que basta, hein? Bienvenue dans Saveur Passion, donc le podcast qui va toujours à la rencontre des passionnés. On vous a quitté la saison dernière avec Marie au grand point virgule. C'était quelque chose pour moi d'être autant surpris dans un lieu aussi incroyable. Puis on vous a partagé quelques douceurs de hors-série durant le mois de janvier et le mois de février. Merci beaucoup pour vos retours. En tout cas, on espère que vous avez bien savouré tout ça. On se retrouve aujourd'hui, du coup, toujours avec Manon pour la saison 2 de Saveur Passion. Yes, bonjour tout le monde. Même concept, mais nouveaux invités. Et justement, aujourd'hui avec nous, nous avons Miguel. Bonjour Antoine, bonjour Manon. Bonjour Miguel. Miguel, du coup, que je connais depuis à peu près 6 mois, qui est un collègue à moi avec qui j'ai sympathisé. Et qui va aujourd'hui nous partager sa passion, quelque chose qui est assez important dans sa vie. Mais avant toute chose, Manon, est-ce que tu peux décrire un peu l'endroit où on est, essayer de deviner de quoi on va parler aujourd'hui? Oui, et donc on est alors du coup dans un gymnase. Ouais. Voilà, je suis restée une bonne 30aine de minutes dans le vestiaire, donc je pensais qu'on allait aller plutôt sur des sports collectifs. Il y avait vraiment un cours de danse à côté de moi, et en fait autour de moi il y a donc des rings de boxe, si je ne m'abuse. Je vois une affiche de boxe française Savat-Camb. Je ne sais pas ce que c'est Savat-Camb, mais jusque la boxe française je comprends. Et voilà, on a des petits comment on appelle ça? J'appellerais ça des punching balls, vraiment sans avoir le vocabulaire adéquat. C'est un sac de frappe. Un sac de frappe, voilà. C'est ça, tout autour de nous. Et il fait beau, on a de la chance. Voilà, il y a une belle lumière. Exactement. Est-ce que Miguel, tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'on va effectivement parler de boxe française comme nous dit Manon? Oui, effectivement. Donc la savate boxe française, ouais, donc qui est une grande passion chez moi. Donc c'est une discipline que je pratique depuis un peu moins de 25 ans. Et je consacre une bonne partie de mon temps en fait à cette discipline. Ok, donc c'est un lieu que tu connais bien ici? Oui, tout à fait, ouais. Donc c'est un lieu que je connais depuis que j'ai emménagé dans la ville, et du coup on est plusieurs entraîneurs, et notamment l'entraîneur c'était un ancien adversaire, donc en compétition, donc voilà. Donc tu entraînes? Et on entraîne, ouais. Ok. Ouais. Et je pratique aussi également, de temps en temps, je peux participer à des championnats, enfin voilà. Ok. Ok, très simple. Donc depuis 25 ans, tu dis? Ouais, c'est ça, ouais. Un peu moins. Ouais. Et entraîneur depuis moins de temps? Un peu moins, non, ça fait 20 ans. 20 ans que j'entraîne, on va dire, ouais, parce que j'ai démarré, donc, comme tout le monde, hein, j'ai débuté, j'ai passé des grades, après il y avait également des formations, donc j'ai passé des formations, donc j'ai passé ce qu'on appelle le monitorat, donc en boxe française, et donc ce qui me permet donc de donner des cours jusqu'à 10 heures par semaine, et ce qui permet aussi également avec le diplôme d'ouvrir des clubs. Donc j'ai ouvert un club dans la ville d'à côté, à Vanves, et malheureusement ça n'a pas très bien fonctionné à cause du Covid d'ailleurs. Mais voilà, donc mais bon là l'enseignement en fait, voilà, donc c'est quelque chose qui me passionne aussi beaucoup, de transmettre en fait. Transmettre une passion, c'est je trouve ça super. C'est assez valorisant. Je trouve que c'est très gratifiant en fait, personnellement, et puis également pour les autres, quoi. Mais personnellement, c'est
T'es venu super rapidement au final à l'enseignement de ta pratique. Oui, parce que en fait, très rapidement, j'ai fait de la compétition. Okay. Puis bon, en fait, j'étais vraiment passionné par ce sport. Enfin, j'y pensais quasiment 7 jours sur 7. Et puis naturellement, donc au fur et à mesure, quand il y avait un prof qui avait un peu de retard ou qui s'absentait, tu vois, donc je le remplaçais. Et après, j'ai décidé d'aller un peu plus loin dans l'enseignement, tu vois. Donc voilà. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la boxe française aussi également beaucoup. Et puis enfin, on va en parler, mais et de l'enseignement, quoi. Voilà. Ok. Et est-ce que tu te souviens comment tu as découvert la boxe française ? Comment tu t'es dit enfant, du coup, ou peut-être plus adulte déjà, quand t'as découvert Oui. Alors moi, en fait, ça a démarré à cause du harcèlement, en fait. Tout simplement, j'étais harcelé en fait au collège. Et puis je me suis dit il faut absolument que j'apprenne à me défendre. Donc j'ai commencé par le karaté. Donc j'en ai fait pendant 9 ans. Donc pareil, alors le karaté, moi j'étais un passionné, j'ai découvert cet art martial, et puis en plus j'ai eu de la chance de tomber sur un vrai maître d'Okinawa. Ok. Donc comment ça? En fait, par pur hasard, en fait, je suis allé à côté de chez moi, il y avait un club de karaté, et du coup il s'avère que c'était un japonais, donc qui venait vraiment d'Okinawa, qui était vraiment en fait, qui représentait un style de karaté bien particulier. Et qui était un peu le référent de ce style en France. Et du coup, donc passionné par le karaté très vite, parce que j'ai appris autre chose que de me battre, en fait. Il y a un tout dans le karaté, c'est vraiment presque un art de vivre pratiquement. Et puis et puis en plus en parallèle, en fait moi je regardais un peu la boxe, mais je comprenais pas la boxe, quoi. Je voyais ça comme quelque chose d'assez brouillon, violent, etc. Parce que le karaté c'est extrêmement bien codifié, c'est-à-dire que donc tous les coups, mais même la façon de respirer, la façon de regarder son adversaire, etc. Tout ça c'est très codifié. Et puis moi, quand je regardais la boxe, je voyais ça, mais quelque chose comme assez brouillon, violent. Je comprenais pas, quoi. Donc tu regardais quand même déjà des compétitions Non, mais vraiment comme ça, parce que tu vois sur Canal, des fois il y avait des combats de boxe. Donc bon, voilà, mais je m'y intéressais pas plus que ça. Ok. Et du coup, donc mon prof, mon maître, en fait, du coup, il a déménagé. J'ai fait 2 ans de taekwondo. Donc là, t'avais quel âge à peu près ? J'avais 21, 22 ans. Okay. Et donc 2 ans de taekwondo. Et puis, alors ça m'a plu, c'était pas mal. Pareil, donc j'ai déménagé à Issy-les-Moulineaux, et là en fait on m'a dit quand j'ai pratiqué le taekwondo, j'avais un des pratiquants qui me disait écoute, moi j'ai essayé la boxe française, c'était super sympa, et ça m'est resté. Donc, du coup, et quand j'ai déménagé dans cette ville, j'ai vu qu'il y avait un club de boxe française, donc je suis allé voir. Et quand je suis allé voir, en fait, alors j'ai pas participé au cours, mais j'ai vu la prof, alors c'est une femme. Et du coup, je l'ai vu boxer, et j'ai trouvé ça magnifique. En fait, le style et tout, un peu un coup de foudre de la pratique. De la pratique, ouais. Parce que en fait, j'avais une idée. Ouais, parce que moi j'avais une idée en fait du kickboxing, d'un truc très violent, mais en fait, je me dis qu'en fait, ça peut être, c'était assez esthétique dans la façon dont elle boxait, c'était propre, et en plus c'est vrai que dans le karaté, l'aspect vraiment et ça c'est l'approche un peu asiatique, tu vois, extrêmement précis dans les gestes, etc. Je l'ai retrouvé dans son style. Et puis surtout en fait, donc je l'ai vu donc mener un cours, et elle reprenait des exercices en fait issus du karaté, notamment des exercices de respiration, et ça tout de suite ça m'a parlé du coup. Et donc j'ai essayé 2 cours, après je suis resté dans le club. Et donc voilà, quoi, c'est comme ça que ça a démarré. Ok. Et peut-être que c'est le moment de préciser un peu plus qu'est-ce que c'est la boxe française, en fait, parce que exactement. Souvent, quand on entend parler de boxe, en fait,
le premier truc peut-être qui nous vient en tête par la culture américaine, c'est la boxe anglaise, je dirais. Exactement. Voilà. Donc peut-être quelle est la différence entre les deux et qu'est-ce que la boxe française finalement? Alors, la boxe française, donc c'est un sport de percussion, comme on dit, donc pied-point. On utilise les poings et les pieds. Ce qui nous différencie avec la boxe anglaise, c'est uniquement les poings. Et après, ce qui nous différencie également des autres sports pied-point, comme le kickboxing, la boxe thaï. Alors, les kickboxing, boxe thaï, ils sont déjà pieds nus. Nous, on a des chaussures, d'où le mot savate. Donc, savate veut dire, en fait, en vieux français, chaussures, chaussons. Et donc, ce qui nous différencie aussi, c'est que toutes les règles de la boxe française, en fait, ont été créées pour mettre en valeur les frappes avec la chaussure. Donc, du coup, ce qui en découle, c'est un style, en fait, je dirais, d'opposition qui est assez à distance. Nous, on n'est pas très rapprochés, en fait, dans les coups. Contrairement, en fait, à la boxe thaï, qui vont utiliser les coups de genoux, les coups de coude. Nous, on n'a que les frappes avec la chaussure. Et ce qui nous différencie également avec le kickboxing, eux sont autorisés à donner des coups avec des tibias. Il y a pareil des tibias. Nous, on peut pas. On peut pas parer les coups avec des tibias, ni donner des coups. Donc voilà. Donc on a un style voilà assez aérien. Donc et surtout qu'en plus c'est extrêmement codifié chez nous. Un peu comme c'est là où il y a un peu des rapprochements avec le karaté, c'est que tous nos coups doivent être ce qu'on appelle armés. Donc il y a pas mal de coups qui sont codifiés, et c'est bien qu'en compétition, en fait, si on ne respecte pas en fait cette codification, on peut perdre des points, par exemple. Donc voilà, donc c'est une boxe en fait, que je trouve et que tout le monde dit d'ailleurs en fait, même d'autres personnes qui pratiquent d'autres sports de combat, c'est super esthétique. Donc en fait, on reconnaît un boxeur qui a fait de la BF quand il va dans d'autres styles, on reconnaît de suite en fait. On voit et tous le disent, ouais, c'est agréable à regarder, ça peut être efficace et en plus agréable quoi. Voilà. Ok, mais c'est donc un peu moins dans le contact, j'ai l'impression, vu que en gros, ce qui touche à chaque fois, c'est les extrémités en gros. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. C'est-à-dire que tu vas avoir une meilleure lecture en fait des coups en boxe française, parce que déjà c'est un peu plus à distance, on va dire. Et c'est vrai que quand tu as des coups qui sont un peu plus rapprochés, c'est pas que c'est brouillon, c'est pas ce que je veux dire, mais en fait il y a moins de lisibilité en fait dans les coups, et même donc un des avantages de la boxe française, c'est on porte des chaussures. En plus, c'est des poches chaussures. Alors, j'en ai là, je vais vous les montrer, mais en fait, c'est des chaussures montantes, donc qui maintiennent la cheville. Okay. Si bien, en fait, on a des déplacements extrêmement dynamiques par rapport à des sports de combat où ils sont pieds nus. Et ce qui nous différencie dans le style en fait de combat, c'est qu'on a énormément de déplacements. Donc nous, en fait, on reste pas en face. On va essayer de chercher un peu ce qu'on appelle des angles. On va essayer de prendre le dos. Donc donc il y a beaucoup de déplacements. Très mobile, quoi. Ouais, très mobile, exactement. Et ça, c'est là où en fait on voit aussi des différences en fait de style. Voilà, c'est vraiment dans les déplacements, quoi. Alors moi, pour dire, je connais, je pense même pas exactement les règles de la boxe anglaise. Du coup, donc quand tu dis, par exemple, en compétition, il y a des points en moins sur certains codes. Par exemple, en boxe anglaise, c'est pas vraiment le cas. C'est vraiment je vais vraiment pas avoir les termes. des rounds qui se passent, c'est ça. Des reprises. C'est ça, des reprises. Alors que là, va y avoir d'autres choses qui vont rentrer en compte. Par rapport à la boxe anglaise, où la boxe anglaise, il y a aussi ce côté. Oui, non, mais sûr, en boxe anglaise, il y a des coups qui sont interdits. Donc, tu peux être sanctionné, en fait, si jamais tu donnes un coup interdit, il y a aussi le même système, en fait, je dirais, de décompte si t'as un avertissement, ça arrive. D'accord. Donc, après, eux, ils sont moins l'accent, ils vont pas te reprendre parce que un coup n'est pas, bien fait. Ouais, bien fait. Tu vois, je veux dire, chez nous, oui. D'accord. Ils peuvent te reprendre et même te retirer des points. Ok. Et donc voilà, donc oui, ça existe dans toutes les boxes, parce qu'il y a des coups qui sont interdits un peu partout dans tous les styles. Mais on va dire que nous, en boxe française, on peut être repris plus souvent sur des gestes qui sont pas en fait bien codifiés. Ok. BF. Voilà. Ok.
Et du coup, tu nous parlais un petit peu du matériel qui était nécessaire pour pratiquer. Oui, donc exactement. Tu peux nous les montrer, les choses, puis on va peut-être les décrire pour nos auditeurs. Ça, c'est toi-même les décrire. Exactement. Donc ça, c'est une chaussure typiquement de boxe française, donc de la marque Riva, donc qui est vraiment la marque, je dirais, emblématique de la boxe française. Donc voilà, donc nous on a des chaussures montantes, donc c'est vraiment une particularité en fait dans les sports pieds-points en fait en boxe. Et on a des semelles donc plutôt lisses. On a le droit de frapper donc avec la pointe. D'ailleurs en fait nous on frappe beaucoup avec la pointe de la chaussure, alors que les autres styles en fait ils frappent avec le dessus du pied. Donc voilà, donc après il y a donc ce qu'il faut savoir, c'est que la petite anecdote, c'est que bon, c'est extrêmement efficace. Des fois on peut dire que la boxe française c'est très esthétique, mais c'est pas efficace. Mais ici ça l'est parce que à cause des chaussures. Et ce qui va nous différencier, nous, c'est que là où d'autres sports de pied-point, ils ont besoin de mettre beaucoup de puissance pour être efficaces. Nous, en fait, bien souvent, on va plutôt privilégier la vitesse et la précision, parce que après, une fois que la chaussure part et touche, la chaussure fait le reste, en fait. Oui, voilà. oui, comme tu disais, c'est efficace grâce à la chaussure. Et qu'est-ce que vous visez principalement? C'est quoi les points sensibles? Alors, il y a tous les points sont un peu sensibles, on va dire, mais c'est sûr que, par exemple, tout ce qui est... c'est les mêmes points sensibles qu'on va retrouver un peu dans les autres sports, c'est-à-dire que le menton, par exemple, extrêmement fragile. Ok. Après, dur à atteindre avec un pied. Non, pas si dur que ça. On travaille la souplesse. C'est ce que j'allais dire, ça doit être acrobatique. Exactement. Okay. Après, non, oui, il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres. Le plexus, par exemple, ce genre de choses. Après, il y a des endroits qu'on peut pas toucher. De toute façon, tout ce qui est triangle génital, on ne touche pas, c'est interdit. Okay. Chez les femmes, on peut pas frapper au niveau de la poitrine. Il y a un truc qu'on peut faire en BF, pas forcément dans les deux sports, c'est nous on peut frapper dans le dos avec les pieds. Ok. Mais on peut pas frapper avec les poings derrière la tête, par exemple. Ouais. Donc, ça c'est. Après voilà. tout ce qui est visage, j'imagine, non. Si. Bah si, bien sûr. Ouais. Je sais pas, mais non, avec les pieds. Si, avec les pieds. Avec les pieds, ok. Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr. Et du coup, justement, tu t'as comme tu disais, des chaussons ou des chaussures. Des chaussures. Des chaussures de boxe, mais il y a les gants, bien sûr, aussi. Il y a les gants, oui, bien sûr. Alors. Qui sont donc ça c'est des gants de boxe, alors plutôt de boxe anglaise. Alors on va dire que quelle est la différence? Quelle serait la différence entre il y a pas vraiment de grosses différences. On va dire que en boxe anglaise, alors en boxe française souvent il y a des gants en fait pour lesquels il va y avoir peut-être une protection un peu plus supplémentaire au niveau de l'avant, enfin du poignet. Mais ça c'est rare, on en trouve très peu, parce que nous on a tendance aussi à parer donc avec les bras, donc les coups de pied, donc pour protéger un peu la main, voilà. Mais sinon globalement c'est quasiment les mêmes gants qu'en boxe anglaise. Ok. Voilà. Très beau rouge bordeaux, on pourrait dire. Rouge bordeaux, exactement. Très belle couleur. Je suis en fascination sur la couleur. Très beau ça. On sent que c'est pour cacher le sang de ses adversaires, bien sûr. Oui, enfin, je rigole. Est-ce qu'on saigne en boxe française? Alors oui. Alors forcément, c'est un sport de percussion, mais par contre, en fait, c'est là aussi également, c'est un sport qui est super intéressant parce qu'effectivement, nous en boxe française, il y a deux types de positions. Il y a ce qu'on appelle l'assaut et le combat. Donc le combat, c'est l'engagement à 100% où en fait on peut chercher ce qu'on appelle le hors combat, en français donc le KO. Et il y a également l'assaut. Et l'assaut, c'est que de la touche. Que de la touche, donc les coups appuyés sont proscrits. Un peu d'une certaine manière, une sorte d'escrime de l'art martial. Exactement. Et d'ailleurs, en fait, c'est comme ça qu'on nommait auparavant les professeurs, c'était des maîtres d'armes. Donc c'était des ouais. Okay. Et d'ailleurs, le salut, en fait, en boxe française est très similaire en fait au salut qu'on effectue en escrime. Sauf que l'escrime, ils sont une épée ou un sabre. Nous, on a juste le poing. Et j'ai vu d'ailleurs, peut-être tu vas me confirmer ou me dire que je dis n'importe quoi, mais que on pouvait appeler ça les tireurs. Exactement, les combattants. Ouais, exactement. Exactement. On porte les mêmes noms que les tireurs en escrime. Du sabre, quand on dit on tire en escrime, on tire effectivement en fait en boxe française. Et du coup, donc on a de l'assaut. Et l'assaut, non, c'est que de la touche, donc la puissance est proscrite. Okay. Et du coup, c'est
très populaire en fait, hein, l'assaut. Donc il y a beaucoup de gens qui pratiquent de l'assaut. Quand je dis assaut, c'est en compétition. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait c'est plutôt dans il y a certaines compétitions assaut et d'autres compétitions vraiment. Okay. Ouais. Et il y a aussi bien des championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde en assaut. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Et tu vas voir l'équivalent combat. Donc, ok. Et du coup, toi, quand tu es rentré dans la boxe française, tu as commencé par faire de l'assaut. Ouais, j'ai commencé par faire de l'assaut et après j'ai fait du combat aussi. Je suis plutôt ce qu'on appelle technicien, donc plutôt assaut. Et du combat, moi j'en ai fait un peu, mais vu que j'étais trop vieux, en fait après c'était interdit. Donc dépasser un certain âge, tu peux plus, en boxe française. Et c'est pareil, j'imagine que tu peux pas faire du combat avant un certain âge. C'est ça, ouais. Donc en fait chez les jeunes, c'est exclusivement que de l'assaut. Donc jusqu'à l'âge de 17 ans il me semble. 17 ans tu passes junior, donc là tu peux faire ce qu'on appelle du combat en deuxième série, donc c'est avec un casque. Donc tu as des protections, des protèges tibias. Et après à partir de 18 ans là effectivement tu peux passer en première série, donc là c'est sans les casques, sans les protèges tibias, tu peux donc c'est un engagement qui est vraiment à 100%. Et voilà, donc après globalement on démarre toujours par de l'assaut. Ne serait-ce que pour apprendre, tout simplement. C'est plus technique, exactement. Oui, puis pour éviter même, parce que évidemment qu'on peut se blesser nous-mêmes ou blesser l'autre en sachant mal mettre les coups. Exactement. Non, exactement. Et puis même nous dans la démarche en fait éducative en fait de l'enseignement de la boxe française, en fait on démarre par de la touche. Je veux dire démarrer par du combat, c'est faut changer de club, quoi. Très clairement. C'est pas l'idée, quoi. Faut pas l'idée, faut pas démarrer, faut pas y aller, quoi. Donc il y a, donc c'est assez, c'est très pédagogique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sport en fait en plus qui est inscrit en fait au patrimoine culturel français, donc depuis 2015, donc au même titre que notre gastronomie. Donc c'est vraiment un patrimoine culturel français. C'est le seul sport de combat européen. Donc c'est le seul. Ouais, c'est le seul. Il n'y en a pas d'autres. Et la boxe anglaise du coup. Oui, mais c'est en fait le sport de combat pied-point en fait c'est le seul. Pardon. Ok, d'accord. Pied-point c'est le seul. D'accord. Oui, parce que boxe anglaise c'est que points. C'est que les points. Que les points, d'accord. Pied-point c'est vraiment on est le seul pays en fait qui a une vraie histoire où il y a eu qu'on appelle ça de la littérature dessus, des études scientifiques sur le sport. Il n'y a qu'en France. Ça a été créé il y a longtemps, du coup, la boxe française ? Ça date du 19e siècle, en fait. Les premières mentions, en fait, de la savate datent de 1828, je crois. C'est dans qu'on appelle ça un procès verbal, en fait, d'une rixe, en fait, où pour la première fois, on a fait apparaître le mot savate. Et donc donc le mot savate, alors c'est l'origine, donc c'est essentiellement en fait de Paris. Donc Paris, en fait, il y a eu parce que c'est une période un peu trouble quand même, le 18e siècle, c'est sa transition entre l'Empire et la Nouvelle République. Et donc c'était le 19e, non, tu veux dire 19e, pardon, j'ai dit 18e, pardon, 19e siècle, donc c'est une période un peu trouble, voilà, donc dans Paris, il fallait quand même apprendre à se battre, donc est née en fait une forme de self-défense à base de coups de pied. Parce que je sais pas du tout si c'était à cette époque-là qu'il y avait des bandes rivales comme les Apaches. Si, bien sûr, ouais. C'est ça. Ouais, c'est toute l'époque. Je sais pas, c'est un nom qui me dit. Bien sûr, à Paris notamment. C'est une époque, donc c'est une époque en fait, voilà, où il y avait pas mal de bandes. Il y avait un quartier qui s'appelait la Courtille à Paris, qui est en fait, je crois, c'est le quartier de rue Oberkampf, où en fait c'était le lieu où tout le monde sortait, où tous les milieux se mélangeaient. Donc forcément, l'alcool aidant, les gens se battaient un peu, quoi. Bien sûr. Donc donc la savate est née dans la rue, on va dire. Il y a quelqu'un très vite qui s'appelle Michel Casseux qui a codifié en fait les premiers donc ce sport en fait, qui a essayé de lui attribuer en fait des codes, des principes. Il a même écrit un traité d'ailleurs qui a de 50 exemplaires. Ouais. Donc ça date de 1830. Donc c'est 900, non 1930 Non, 1830. Ah oui, 19e. C'est moi qui me perds dans les lettres.
Donc 1830. Ça reste un écrit qui on en parle encore quand qui est fondateur, cours, quoi. etc. Où il y a eu beaucoup d'évolutions depuis. Ah oui, non, il y a beaucoup d'évolutions depuis. Ouais. Bien sûr. Parce que quand on revoit, en fait, alors pour la petite anecdote, il y a eu 50 exemplaires de ce traité. Le seul traité, je crois, existant, il se trouve en fait, à la bibliothèque de New York. Ok. Ouais. Je rêverais de l'acheter, mais bon, c'est impossible. Mais et puis après, effectivement, il y a eu quand même des versions PDF. On peut le lire encore. Et puis quand on le lit, effectivement, ça reste assez, comment dire, enfin par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui en boxe française. Oui, c'est des gestuels on sent la racine. Mais aujourd'hui, le sport a été complètement transformé. Il s'est adapté aussi également en fait avec le temps. Et donc voilà, donc 1830, très vite, il y a alors c'est un sport en fait qui a été qui a évolué, notamment qui était un peu en concurrence avec la boxe anglaise de l'époque, parce que en fait la boxe anglaise en fait apparaît en Angleterre, devient très populaire. Et puis bon, comme on est, nos Anglais sont nos meilleurs ennemis. Donc on a, à un moment donné, on a essayé de comparer les deux disciplines. Donc et très vite, on se posait la question est-ce que c'était la boxe française ou la boxe anglaise qui était plus efficace. Et déjà la boxe française à cette époque-là était utilisée pour dans le cadre de duels où en fait où l'honneur était en jeu. Parce qu'en fait les duels à l'épée commençaient à être interdits en fait. Donc souvent on basculait sur la boxe française, enfin de la savate pardon, pour s'affronter. Donc savate, c'est l'ancien terme en fait de la boxe française. Non, alors on va y venir. D'accord. Mais c'est plutôt savate. Après, la boxe française est arrivée un peu plus tard. Okay. Alors, la notion de boxe française. Alors, juste pour dire que donc la savate au début, il y avait que les pieds, mais en fait les mains, on les utilisait uniquement avec des gifles. C'est des espèces de grandes baffes qu'on se mettait, etc. Donc il n'y avait pas de poing en fait. D'accord. Il y avait interdiction en fait du poing. Ouais, du poing fermé, de la main fermée, c'était vraiment des grosses gifles qu'on se mettait si on utilisait en fait les mains. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un élève de Michel Cassius, dans celui qui a créé le premier traité, qui a fait un combat en boxe anglaise et il s'est pris une rouste. Il s'est fait parce que lui il était sans les mains, il était là à faire des gifles. Exactement. Et en fait, c'est lui qui a voulu introduire très vite les points en fait dans la boxe française, dans la savate. Ok. Et c'est là où il commençait à naître en fait vraiment la boxe française typiquement. Donc c'est quand on a commencé à introduire en fait les points. Et ensuite il y a eu d'autres personnages importants comme la famille Charlemont, Joseph et Charles Charlemont. Donc Joseph Charlemont, lui par contre c'est lui qui a donné un peu les lettres de noblesse en fait à la boxe française. C'est-à-dire que on a commencé à avoir une certaine élite en fait française de Paris qui a voulu pratiquer de la boxe française. C'est lui qui a créé en fait les premiers. Ça c'est embourgeoisé. Ça c'est embourgeoisé, ouais. D'ailleurs, en fait, il donnait des démonstrations en fait au Grand Orient de France. Donc les francs-maçons. Ouais, les francs-maçons. Ouais. Ouais, il a commencé à donner faire des combats, des démonstrations. Et donc il y a eu toute une noblesse, je dirais, qui s'est intéressée à la boxe française. Et donc il a écrit pas mal de livres dessus où il y a toute une étude mécanique sur les gestes. Donc il a vraiment codifié et puis popularisé vraiment la boxe française. Et en plus cette période, c'est un mouvement il y a un mouvement qui est apparu qui s'appelle le mouvement hygiéniste en fait en France. C'est l'époque c'est des grands travaux dans Paris. On essaie de lutter contre l'insalubrité en fait des logements, mais également en fait de promouvoir en fait l'éducation physique. Parce que on essaie de prévenir en fait les maladies plutôt que les guérir en fait. Donc il y a une prise de conscience. Si bien que en fait la boxe française et notamment lui l'a codifié entre autres également pour dans un but un peu éducatif, pas uniquement que de défense, je dirais. C'est vraiment aussi pour se sentir mieux, pour être un peu vaillant, etc. Voilà. Et donc c'est là où
on a vu apparaître donc des cours de boxe française dans les écoles. Oui, ok. Ouais, dans les régiments, un peu partout. Ça s'est vraiment popularisé. Ensuite, son fils, Charles Charlemont, a repris donc le club de son père. Il a pareil continué en fait à le développer, ce sport, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, là, il y a eu pas mal de mecs qui sont partis au front et qui sont décédés, qui sont pas revenus ou alors blessés. Donc, il y a eu un gros passage à vide. Pendant tout ce temps-là, je crois qu'on est passé genre de 500 clubs à, je crois qu'à moins d'une dizaine. Et ensuite, il y a un autre personnage qui est arrivé, donc le comte de Barouzy, dans les années 40, si je ne dis pas de bêtises, qui a relancé un peu la boxe française et qui l'a redynamisé depuis, à partir des années 60 jusqu'à maintenant. Avec du coup les différents types donc d'assaut, tout ça existait déjà ou c'est plutôt récent? Non, ça arrivait. Ça arrivait. Alors, bien tout après. ça, ça arrivait. Toute la partie, je dirais, codification, assaut versus combat. Il y a eu pas mal de dissensions également dans la fédération. Je le sais aussi. Justement, vers quoi on devait s'orienter. Est-ce qu'on devait, par exemple, intégrer, un volet professionnel, comme on le voit en fait en boxe anglaise. Il y a eu ce genre de discussions, mais en boxe française il n'y a pas de pro, c'est que un sport amateur. Ah oui, ok. C'est que la question qui est dans ma tête depuis le début, est-ce qu'au JO c'est de la boxe? Et non, c'est bien le drame en fait. D'accord. C'est bien le drame parce que en fait on a tout, moi je dirais, pour que ça soit en fait un sport au JO, parce qu'on a du combat mais on a également de l'assaut en fait. Et c'est un sport amateur. Et alors pour le coup c'est un sport qui n'est pas c'est pas un sport olympique. Du coup, on perd un peu en visibilité et en sponsoring, etc. Ouais. C'est surtout ça au final pour passer dans le professionnel. Exactement. Et toi, comment tu t'es lancé dans les compétitions, puisque tu as démarré du coup en loisir, enfin tu as découvert, on va dire, la pratique. Et très vite, tu as voulu partir dans les compétitions Ah oui, en fait, c'était un truc. Alors moi, quand j'ai fait du karaté, j'ai pas fait de compétition, mais je sentais que ça me manquait un peu, parce que c'était j'aime bien l'idée de se tester, tu vois. Et donc j'en ai fait, très rapidement au bout de 3 ans. Et ça m'a plu en fait, parce que c'est un tout en fait. C'est extrêmement bien organisé, donc il y a du monde, en plus il y a pas mal de clubs en fait. Et comment ça fonctionne? C'est-à-dire que quand tu arrives dans une compétition, tu as plusieurs combats, tu as un combat, si tu le gagnes, tu peux en faire d'autres, mais peut-être avec un temps. Alors ça dépend. En assaut, tu peux en avoir plusieurs par jour. Donc tu arrives en fait à tu t'inscris dans une catégorie de poids, donc tu dois t'y tenir. Ensuite tu as la pesée. Donc la pesée, si tu la passes très bien, si tu la passes pas, en fait, t'as jusqu'à 2 essais. C'est-à-dire 2 essais? C'est par exemple, si tu dois boxer, tu vois, en moins de 80 kilos, que tu arrives sur la balance à 80 kilos, 81, et en fait, tu peux repasser, donc à condition que entre-temps, tu aies perdu du poids. Mais en quelques heures, quoi. Exactement. C'est ça, en 2 heures. Ça t'est déjà arrivé? Oui. Et t'as réussi à perdre le poids en 2 heures? Championnat d'Europe, j'ai fait... je m'étais complètement raté, je me suis présenté, j'avais 1,5 kg au-dessus. Ok. Et j'ai dû perdre, en fait... j'ai perdu 2 kilos en 1 heure. Et comment t'as fait? Kawaii, pull, corde à sauter. Ah ouais, la stratégie pour suer au maximum. C'est stratégie, Ah oui, non, d'accord. c'est nul, parce que tu perds de l'eau. Surtout pour les combats après, quoi. Exactement. Donc tu perds de l'eau en fait, et t'as besoin de cette eau-là. Exactement. Quand t'es déshydraté, en fait, t'as les jambes coupées, t'es beaucoup moins efficace. Donc voilà. Mais c'est ça ou rien, quoi. Quand ça passe pas, sinon tu peux repartir chez toi. C'est dommage. En plus, c'était vraiment c'était une occasion unique, parce qu'en plus, j'étais un peu sur la fin, entre guillemets, parce que je savais que c'était dans 2-3 ans, je pouvais plus y participer.
Donc oui, je l'ai fait. Après, effectivement, derrière, bon, ça n'a rien donné, hein, très clairement. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Ça arrive régulièrement. Alors souvent, tu peux faire un petit passage aux toilettes, ça suffit, on va dire. Mais sinon, des fois, il faut que tu prennes ta corde à sauter et transpirer. Très bien. Alors avant de détailler tous tes exploits sportifs, puisque là tu nous as quand même parlé un peu de championnat d'Europe, donc c'est déjà incroyable de participer déjà au championnat d'Europe. On va faire une petite pause, petit jeu que je vous ai préparé, comme d'habitude. Bon, on va voir si je teste quelque chose, voilà. Donc un petit jeu où tous les deux vous allez pouvoir jouer, Miguel et Manon. Alors mon jeu s'appelle boxe, chausson ou savate. Ok. Pourquoi chausson ? Peut-être tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le chausson marseillais, Miguel ? Alors effectivement, le chausson marseillais serait une pratique qui aurait inspiré la boxe française, qui est apparue en fait dans le sud de la France. Ça serait en fait des marins en fait pour tuer l'ennui. En fait, ils s'amuseraient en fait, ils s'amusaient en fait à se battre, à se taper dessus, je dirais, sur les bateaux. Et avec le roulis en fait du bateau, en fait, ils posaient la main au sol puis ils envoyaient des pieds en fait au visage. Des high kicks. Exactement. Ouais. Okay. Un peu de la breakdance. C'est ce que j'avais en tête, ouais. C'est ça, c'est un peu il y a ce mythe-là qui serait effectivement un peu à l'origine en fait de la boxe française. Voilà. Ouais, mais rien, comme tu me disais un peu en off avant, rien ne prouve que c'était bien l'origine. Il n'y a pas eu autant d'écrits, je dirais, sur le chausson marseillais qu'il y en a eu en fait sur la savate ou la boxe française. Donc c'est là où en fait on n'est pas sûr à 100%. On sait qu'il y a eu des gravures qui montraient un peu cette pratique, mais il y a peu de preuves écrites. Très bien. Alors, du coup, mon petit jeu, je vais vous expliquer les règles. Boxe, chausson ou savate. Je vais vous dire des affirmations, ou plutôt des devinettes, petit à petit. Et vous allez m'arrêter quand vous pensez avoir trouvé ce qu'il y a à deviner, en me disant boxe, chausson ou savate. Voilà. D'accord. Okay. Vous verrez. Je vous le premier pour que vous compreniez et après. Il faut qu'on dise boxe, savate ou chausson. Ouais, boxe, savate ou chausson. L'un des trois. D'accord. L'un des trois. Boxe, chausson ou savate. Et des fois, c'est un peu plus. Vous dites boxe et après vous précisez un peu plus en fonction de ce que je vous ai fait deviner. Vous allez voir. Ou des fois c'est juste boxe, c'est juste chausson, c'est juste savate. Ok. Alors, je suis un petit feuilleté de forme rectangulaire. Un chausson aux pommes. Ouais. Exactement, contenant le même type de garniture que la tarte aux pommes, le chausson aux pommes. Hyper drôle. Un point pour Manon. Étienne, je te fais confiance pour compter les points. Attention. Alors, deuxième petite devinette. Je suis un représentant très connu de ma pratique, une icône culturelle. J'ai participé au combat du siècle contre George Foreman à Kinshasa en 74 devant 100 000 personnes. Boxe anglaise, c'est une icône en plus. Mon slogan est le suivant. Ali, vole comme un papillon, pique comme une abeille. Mohamed Ali. Ok. Exactement. Je suis le nom d'un film sorti en 95, également connu sous le nom de The Fighter. Savate, très bien joué dessus. C'est pas avec le Belge, comment il s'appelle, non non, c'est pas avec Van Damme. C'est pas Van Damme. C'est pas Van Damme. Il l'a pas fait celui-là. Mais oui, c'est un film qui s'appelle Savate. Je peux vous dire très rapidement le synopsis. Ouais. En 1865, Joseph Charles Grand est un ancien soldat de la Légion étrangère française, dont le meilleur ami et camarade fut assassiné par un officier allemand au Mexique. À la recherche du tueur, il s'implique dans une lutte entre de pauvres agriculteurs et un riche propriétaire terrien. Charles Grand se rend à un tournoi d'arts martiaux aux États-Unis parce que le tueur se targue d'être un combattant talentueux. Pour aider les agriculteurs, il leur propose ses compétences de savate. Okay. Et donc le film s'appelle Savate. Voilà. Bravo, Mickaël. Bravo. Énorme. Alors là, tu l'as vu ? Non. Là, ça va être dur, là. Je suis le nom d'une structure de bois sur laquelle glisse un bateau au moment de son lancement inaugural. Savate, bien sûr. Avec des T, ouais. Je suis également un objet servant à caler un meuble bancal. Ouais. Ça s'appelle également savate. Et je suis le synonyme de maladroit, notamment dans la phrase « Mais quel maladroit, celui-là !» Quelle savate, celui-là. Quelle savate. On peut dire. Ouais. Voilà. Non, je savais pas. Les expressions françaises. Ouais. Vous allez en apprendre des choses pendant ce podcast. Ok. Pas que sur la boxe française. Sur le nombre de significations de savate. Il y en a quelques-uns. Alors, cinquième petite devinette.
De mon prénom Anne-Caroline, j'ai été 12 fois championne du monde de VTT et championne olympique de BMX aux Jeux de Pékin en 2008. Mon nom de famille permet aux gens de ne pas marcher pieds nus chez eux. Oh, je te laisse. Ah bah non. De ne pas... les chaussons. Bravo, Anne-Caroline Chausson. Ah, elle s'appelle Anne-Caroline Chausson. Ah oui, Anne-Caroline Chausson. Voilà, une championne du monde de VTT 12 fois quand même. Française. Anne-Caroline Chausson. Énorme. Eh oui. Alors, 6e petite devinette. Je suis de petite taille, présent dans la plupart des habitations. Je permets sans déplacement aux gens de se connecter entre eux et de télécharger en Wi-Fi le podcast que vous êtes en train d'écouter. Une idée? Non? Box Savate Chausson? Ah. Non? Le fait de télécharger en Wi-Fi le podcast que vous êtes en train d'écouter? Télécharger en Wi-Fi? Ah, c'est dur, hein. Je permets d'appeler également. Bah, une box, oui. Une box, une box internet. télé. Une box internet. Ah putain. Bien joué, très bien joué. Ah oui, faut penser en dehors de la boîte, de la box. Voilà, out of the box. Alors, je suis le titre d'une fable de La Fontaine méconnue, dont la morale est que l'argent ne fait pas le bonheur. Mon premier personnage est l'ancien nom du cordonnier. Et mon second personnage... Savate. Ouais, Savate, bien joué. Mais maintenant, est-ce que tu as le nom de la fable? Absolument pas. Absolument pas. J'ai entendu cordonnier, Savate. Exactement. Et mon second personnage, le nom d'un gâteau relatif à l'argent. Ça s'appelle le savetier et le financier. Voilà. C'est ouais. Et donc le savetier est l'ancien nom du cordonnier. C'était parce qu'il réparait les savates, les chaussures. Les savates. 8e petite devinette. Je suis la plus petite catégorie de poids de ma pratique, jusqu'en cadet. Je suis également le synonyme d'un insecte, enfin plutôt le nom d'un insecte qui peut être dérangeant et laisser des petits souvenirs désagréables derrière lui. Moustique. Box. Donc c'est un poids, oui, c'est une catégorie de boxe, quoi. Exactement, mais même de boxe française, ouais, de savate. Chez les jeunes, je crois. Chez les jeunes, c'est savate, c'est la catégorie moustique, moins de 24 kilos. Ok. Voilà. Puisque pour vous dire un peu les différents poids, il y a mouche en moins de 48 kilos, coq de 48 à 52, puis plume, léger, moyen, lourd. Voilà. Ok. Plus on augmente en poids. Moins ils ont des petits noms sympas. C'est ça. Ils ont voilà, exactement. Alors, 9e devinette. Je suis une ancienne dynastie asiatique entre 1932 et 1910 dont la capitale était à l'emplacement de l'actuel Séoul. Chausson, savate ou boxe? Et là, c'est dur. Là, c'est indevinable. Là, je vous ai mis celle-là, mais je vais vous le révéler, c'est chausson. Ça se prononce pas du tout chausson. Ah ouais, j'étais en train de me dire ça. Ça s'écrit chercher un rapport, mais c'est la dynastie chausson. Ça se dit un peu différemment, je crois. Hein. Des gens qui parlent coréen vont me dire, mais Antoine, c'est n'importe quoi. Vraiment, voilà. Mais cette dynastie existait du coup pendant une bonne part du 2e millénaire. Alors 10e devinette, avant-dernière. Même si je sais que vous vous amusez bien avec mon petit jeu, mais... il est surprenant, disons. Je suis le nom d'un célèbre artiste français des années 60-70. Je faisais rire petits et grands et j'ai donné mon nom à un cirque. Grus, le Zavata, Savata, exactement. Ah oui, j'ai fait un petit jeu de mots. Savata. J'ai fait un petit jeu de mots. Savate, donc je suis le clown Achille Zavata. Achille Zavata. Oui. Qui a donné son nom à un cirque. Oui. Exactement. Et donc la toute dernière, sachant qu'on va dire que vous êtes à égalité et que celle-ci va être déterminante. Oh, c'est sûr. Hein. Mais en plus, c'est une petite ref à Étienne également, vous allez voir. Je suis le jour de la Saint-Étienne, un jour important dans le monde anglophone. La tradition demande de faire preuve de charité et de distribuer des cadeaux aux plus démunis lors de ce jour férié. Mais je suis là. Boxing Day. Le Boxing Day, oui, exactement. Boxing Day. Mais je suis aujourd'hui plus connu pour les derbys sportifs et les soldes qui ont lieu ce jour-là. Entre Noël et le jour de l'an, je suis le Boxing Day. Voilà, le jour de la Saint-Étienne. Trop bien. Et bravo Miguel, tu as gagné ce jeu. Bravo. Mais on a appris plein de petites choses. Voilà, c'était un peu le but du jeu. Tu nous as fait voyager dans le temps, la géographie. Partout. On était partout. Partout, entre la boxe, la savate et le chausson, bien sûr. Mais reprenons là où nous en étions. Savate. Reprenons à la savate. Exactement. Et surtout, on parlait de ta carrière sportive, de savate. Alors j'ai... toute modestie quand même. Parce que par respect à ceux qui ont
Carrière amateur, du coup. Amateur, ouais, bien sûr. Alors après, non. Alors j'ai fait les championnats de France. J'ai fait plusieurs fois. Donc alors, j'ai fait plusieurs fois championnat de France pour passer parce qu'en fait il y a plusieurs tours en fait dans le championnat de France. Il y a le championnat départemental, régional, et puis après on se rencontre les meilleurs de chaque région. Alors moi, ce que j'ai fait au max quand j'étais à mon prime, comme on dit, j'ai fait 3e. Au championnat de France. Au championnat de France, ouais. Podium. J'imagine que la médaille. Non, alors justement, non. Bah, de toute façon, en boxe, tu sais, on ne retient que les champions. En général, c'est dur. Hein, c'est vrai, c'est dur. Vrai, ouais. Ou alors les vice-champions, j'ai envie de dire, c'est vraiment après. Oui, non, on retient pas. Mais bon, voilà, c'est un peu le max. Par contre, ce qui m'a permis très rapidement, c'était de rentrer dans la fédération portugaise en fait de boxe française. Alors c'est une petite fédération. Ok. Donc voilà, je suis rentré, ce qui m'a permis en fait de disputer les championnats d'Europe et les championnats du monde. Portugaise parce que t'as des origines portugaises. Ouais, tu parce que j'ai la double nationalité. J'ai la double nationalité, puis on connaissait à l'époque, je connaissais le président, et puis bon, là-bas, c'est quand même assez embryonnaire quand même le sport, donc mais bon, et puis bon, il m'avait vu boxer, il m'a dit bon, écoute, viens nous représenter, c'est très bien. Ah oui, ok. Donc voilà, donc je pense que tu serais passé par la fédération française, du coup, tu t'aurais pas été au championnat. Bah non, parce que je suis arrivé 3e. Donc en fait, pour être sélectionné en fait dans l'équipe de France, il faut que tu sois minima vice-champion. D'accord. Donc si j'avais perdu en fait en finale, j'aurais pu participer en tout cas, voilà, enfin participer au stage, etc. Donc, et du coup, là, on est dans quelles années, là pour se là, situer? c'est 2009. 2009, ok. Ouais, okay. 2009, 2008, 2009. Enfin, 2009 plutôt. Et donc, bon, là, j'ai rien fait sur les... En fait, je me fais sortir, en fait, dans les phases de poule. Mais du coup, tu participes à des compétitions internationales à ce moment-là? Ouais, okay. Tout à fait, ouais. Ouais, là, c'est intense, parce que je fais les championnats de France, je fais... donc pareil, là tu boxes quasiment toutes les 3 semaines. Ouais, à ce moment-là, c'est toute ta vie. Oui, c'est ça. On fait préparation, tu t'entraînes quasiment tous les jours. Donc tu es tout en phase de régime, tu dois faire attention. Alors après, bon, j'étais passionné, donc voilà, t'es dedans quoi. Mais bon, t'as quand même un travail, une famille à côté. C'est ce que j'allais dire, toute ta vie sans l'être non plus, quoi. Parce que c'est ça, oui, parce que ça prend pas tout ton temps non plus, j'imagine, vu que. Bah non, parce que tu travailles et c'est un sport amateur, voilà, tout simplement. C'est ça. Donc et puis, mais bon, donc j'ai fait ça. Je savais que c'était maintenant ou jamais qu'il fallait le faire. Et donc voilà, donc j'ai eu la chance. C'était du combat du coup? Non, c'était de l'assaut. Ok. C'était de l'assaut. Le combat, j'avais pas encore tous les points pour le faire parce que pour faire du combat en fait en championnat d'Europe, championnat du monde, faut que tu sois élite. Okay. Alors tu peux donc élite. Alors ça, pareil, c'est à plusieurs niveaux en fait en combat. Donc moi, je fais du combat 2e série. Je me suis arrêté à ce type de niveau, donc avec les protections. Parce qu'apraprès j'étais trop vieux. Enfin, j'avais les points pour passer en ce qu'on appelle en élite B. Parce que t'avais quel âge à ce moment-là? Ah bah là j'avais déjà 37 ans quoi. Ok. Ouais. Et du coup donc là j'ai pas pu aller plus loin. Puis de toute façon après c'est un autre monde quand tu passes élite. Élite B, là c'est 2 entraînements par semaine. Ouais, puis tu devais croiser des monstres là aux compétitions internationales, des gens qui étaient mais en fait amateur sans faire je croisais déjà je boxais contre des gars qui étaient déjà titrés en fait. Parce que c'est ça qui était top, c'est-à-dire que dans Paris t'as plein de clubs et t'as beaucoup de champions en fait dans les clubs et surtout en fait on se connaît tous. Donc moi j'ai tourné avec le champion du monde poids lourd de boxe française, j'ai avec plusieurs champions d'Europe, j'ai pu tourner en fait avec eux quoi. Donc ça c'était un kiff. Ah ça devait être un kiff. Ah mais à l'époque quand tu me disais Miguel viens on va faire une soirée, et moi quand j'avais une soirée ou alors tourner avec un gars qui était titré, il y avait même pas photo. C'est voilà donc. Et tu utilises le terme tourner? Tourner, c'est pour... tourner, c'est du sparring. C'est du sparring, ok. Ouais, c'est ça. Donc le but, souvent, c'est soit de le faire travailler, parce que lui, il a besoin en fait d'échanges, souvent de rencontrer des styles pour se caler pour préparer un combat, ou alors pour tourner avec des gens qu'il ne connaît pas.
Donc moi j'allais dans des clubs, je tournais, etc. Donc ça c'était super intéressant. Donc j'ai découvert des personnages, des tranches de vie, oui, c'est des ça, parce entraîneurs. qu'au-delà de toi, t'entraîner avec des personnes différentes et des personnes que sûrement t'admirais, c'est aussi du partage humain, quoi. Ouais, j'imagine. C'est ça. Et justement, pour poursuivre ce que tu dis, Manon, et ce dont on n'a pas trop parlé pour le moment, mais moi qui m'intéresse énormément, c'est les entraîneurs. Ouais. Est-ce que tu as eu des relations particulières avec certains entraîneurs, peut-être avec lesquels qui ont su te comprendre, qui ont su te parler, ou avec qui ça matchait hyper bien Oui, il y a des entraîneurs qui m'ont marqué. Alors, et c'est ça aussi qui me plaît beaucoup. C'est cette relation en tant qu'entraîneur que tu peux avoir avec certains boxeurs dans des phases bien particulières en fait. J'ai eu tout simplement l'entraîneur en fait ou l'entraîneuse qui m'a accompagné, c'est la première qui m'a fait qui m'a fait découvrir. En fait, ce qui m'a ce qui était intéressant, c'était toute la phase de préparation. Alors bon, les exercices ça va, mais par exemple avant de monter sur un ring, tu vois, en fait c'est des moments très particuliers en fait. Avoir un certain état mental, j'imagine. Exactement, le poids des mots en fait a son importance. Ouais. Tu vois, par exemple, je sais que, je me rappelais, elle me disait, mais enfin, elle n'utilisait jamais de la négation en fait dans ses propos. Par exemple, quand on s'échauffait, jamais elle me disait, Miguel, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu vois, me motiver tout le temps, même si je sentais que bon, mon geste n'était pas top, mais elle me disait, ouais, c'est bien, continue. En fait, pour te préparer, en fait, pour te mettre dans un état, pour te mettre dans les meilleures conditions, en fait, avant de monter sur le ring. Donc, en ça, ouais, y a des gens, il y a des entraîneurs qui sont plutôt doués, plus que d'autres. Moi, j'en ai eu un, qui s'appelait Enoch Efa. Alors, lui, il était champion du monde poids lourd, il était dans mon coin à un moment donné. Alors, lui, il est particulier parce qu'il il a beaucoup de charisme. Enfin, au-delà du fait qu'il soit imposant, mais il a une voix et il a une bonne maîtrise du propos, en fait, avant de monter. Et je devais boxer un mec je savais qu'il était plus fort que moi, quoi. Et en fait, alors c'est pas que j'avais peur, mais je me suis dit bon, je partais un peu déjà défaitiste, pas défaitiste, mais bon, je me disais bon, allez. Ouais. Et en fait, il a su trouver les mots en fait pour me motiver. Et en fait, je suis monté sur le ring, mais gonflable bloc, quoi. Tu vois, je voulais vraiment gagner. Alors j'ai perdu pour le coup. Enfin bon. Mais t'as tout donné, quoi. Ouais, j'ai tout donné et je pense que c'était un des meilleurs combats que j'ai pu faire. Ouais, c'est ça, meilleure c'est performance, ça. quoi. Parce que j'étais dans les bonnes conditions et que j'étais bien, quoi. Donc, et j'étais pas impressionné, quoi, quand je suis monté. Parce que souvent, quand tu montes sur un ring, il y a toujours des petites secondes. Enfin, moi, je sais ce que t'as de l'appréhension, peut-être. Ouais, un peu. c'est ça. C'est-à-dire que moi, je sais que, par exemple, même le jour J, je suis plutôt bien. Moi, c'est les 5 dernières minutes, en fait. Enfin, même pas, c'est les 2-3 minutes, en fait. C'est quand tu montes sur le ring, quand tu te présentes, tu fais salut. Là, c'est là où t'as un peu d'impression, t'as l'adrénaline qui monte. Après, dès que ça part, après, t'es concentré, tu vois. Mais tu vois, il y a cette phase-là, en fait, il faut savoir la gérer. L'attente, en fait. L'attente, ouais. Et puis, puis te mettre dans les bonnes conditions, quoi. Et ça, il y en a, qui m'ont un peu marqué, d'autres moins, où je me dis, des fois, il y en a, ils sont bons entraîneurs, je dirais, en salle, mais sur le coin, en fait, faut pas qu'ils soient dans le coin, quoi. Ouais, c'est deux choses totalement différentes. Ah ouais, c'est vraiment, ça s'apprend, je crois. Ça s'apprend, en fait, de coacher quelqu'un dans un coin du ring. Il y a une posture à avoir, comme je disais, un langage, parce qu'en plus, c'est des reprises de 2 minutes en général, et tu vas avoir 50 secondes, 1 minute, en fait, avec ton boxeur. Dans le coin. Ouais. Donc, il va falloir que tu gères, en fait, le fait qu'il soit essoufflé. Ouais. En fait, le contexte dans lequel il est, par exemple, s'il perd ou autre. Donc, en fait, lui, il va être essoufflé, il va falloir que tu donnes de l'eau, etc. Et puis, il faut que tu donnes des instructions, en fait. Et les instructions, en fait, il faut se mettre à sa place. C'est ce que j'allais dire. Tu peux pas le noyer avec énormément de détails. En fait, faut être très précis et être dans la répétition. Et surtout s'assurer, en fait, qu'il ait bien compris, en fait, ce que tu veux dire. Parce que lui, il a un regard dans l'opposition, en fait, sur le ring. Toi, tu as un autre regard en tant que coach dans le coin. Tu as une perception, en fait, du combat. Et tout l'enjeu, c'est ça. C'est-à-dire que quand
à la reprise, en fait, il faut que tu donnes des consignes. Limite, ça se joue sur des mots-clés, quoi. Exactement, ouais. Qu'il faut qu'ils gardent en tête, qu'il n'y en ait pas plus de 5 pour qu'ils puissent les répéter après en tête. C'est ça, ouais. Et ceux peut-être qui s'est pas dit avant. Enfin, il faut arriver à analyser ce qui lui manque. Dans sa propre tête. C'est ça, exactement. Alors ça s'apprend en tant que boxeur. On n'est pas tous, câblés de la même façon. Exactement. Ouais. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que chaque boxeur est très différent. Et c'est là où en fait tu commences c'est là où on commence en tant que boxeur, on commence à se connaître. Ouais. Et on commence à connaître l'autre en fait d'une autre facette. Et toi, en tant qu'entraîneur, j'imagine que tu as dû apprendre ça aussi, à trouver les bons mots. Enfin, là, je t'entends parler aussi. Je vois que tu parles bien, tu choisis tes mots. Enfin, j'imagine que ça s'apprend. Ça s'apprend, oui. Bon, en écoutant les autres. Alors, je me suis documenté aussi. Parce qu'il y a des... je vais citer Jérôme Huon, qui est un entraîneur de l'équipe de France, qui a écrit pas mal de bouquins dessus, sur justement le coaching, etc., sur ces phases-là, en fait, qui sont super importantes. Et j'essaye de m'en inspirer. Après, c'est quelque chose qui t'intéresse dans... Ah ouais. En tant qu'entraîneur, ce qui m'intéresse, c'est tout ça, en fait. C'est l'apprentissage, en fait, transmettre, en fait, ce sport. Mais après, en compétition, j'aime beaucoup, en fait, l'accompagnement, en fait. Donc, parce que comme j'ai vécu ça, donc j'arrive en fait à me mettre à la place en fait de mon boxeur, donc je sais à peu près ce qu'il ressent à quel moment, tu as des phases de préparation, etc. Et puis j'essaie de le mettre dans les meilleures conditions et surtout en fait ce qui est intéressant c'est il y a des choses que tu perçois en fait que les autres autour n'arrive pas à percevoir parce que tu connais tellement bien, tu sais que là, à ce moment-là, la façon dont ils te regardent, tu sais qu'ils stressent un peu, tu sais que là, ça va pas du tout, même s'il te dit oui, tu commences à bien connaître. Et donc, du coup, tu as une espèce de relation qui s'installe avec un boxeur qui est un peu particulière. Très individuel, enfin en one-to-one, quoi. Ouais, c'est ça. Tellement différent de coacher une équipe. Ah bah oui, totalement. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et en plus, t'as en boxe, tu traverses plusieurs phases. Tu peux connaître ta défaite. Tu vois, donc il faut savoir gérer aussi la défaite, tu vois, parce qu'il y a des gens en fait pour qui ça va aller, pour d'autres ça va être une catastrophe. Ouais. Donc tu vas. Toi, t'avais du mal à gérer la défaite ou c'était ok? Non, c'était ok parce que j'arrivais à prendre. Moi c'était ok, quoi. Ça allait. Ça allait parce que j'étais. Ça allait. Ça dépendait en fait. Ça dépendait des enjeux. En fait, on va dire ça. Ça dépendait des enjeux, mais ça allait. Ça allait par rapport à d'autres, ça allait. Et donc on découvre des caractères. Et c'est ce que j'aime en fait dans le fait de coacher quelqu'un dans le coin. C'est voilà. Oui, c'est partager ta connaissance et apprendre à le connaître et c'est tout ça. Ok. Ouais. Super. Et une fois sur le ring. Comment tu gères tes émotions? Parce que l'adrénaline doit être énorme, t'as l'adversaire en face. Est-ce que t'as un plan de jeu à chaque fois par rapport à l'adversaire ou c'est au feeling comment ça se passe? C'est super intéressant. Alors ça va dépendre en fait du boxeur. Alors il y a plein de paramètres qui vont entrer en compte. Moi je sais que j'étais plutôt très instinctif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait j'avais du mal à appliquer les consignes de mon coach. En fait, je pouvais l'appliquer pendant quelques secondes entre guillemets, puis après j'étais un peu à l'instinct. Donc voilà. Donc après t'en as d'autres, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont pas forcément d'instinct. Eux, ils ont besoin de consignes. Alors pour le coup, ils vont appliquer. Mais en fait, il faut un peu des deux. Parce qu'à un moment donné, en fait, t'as beau être coach, t'es pas sur le ring. Donc il y a des choses en fait que tu n'arriveras jamais à ressentir en fait quand un boxeur, tu vois, il est en pleine opposition, quand il se prend un mauvais coup, il est essoufflé, il a le souffle coupé. Il y a plein de choses qui vont se passer dans sa tête. Si t'as pas ce côté un peu instinctif qui va te permettre, si tu veux, de trouver les ressources pour continuer, pour trouver des solutions, bah là c'est un peu compliqué, tu vois. Donc je dirais qu'il faut un peu des deux. Il faut avoir ce côté un peu instinctif parce qu'il y a des choses que ton entraîneur ne verra pas forcément parce qu'il est dans le coin. Et à contrario, également, il faut faire confiance à son entraîneur parce qu'il a un regard très différent. Lui va avoir
un regard assez large sur l'espace, du ring, comment tu l'occupes, comment ton partenaire l'occupe. Il y a peut-être, tu vois, un comportement que toi tu vois, par exemple au niveau de ses appuis, que ton boxeur ne voit pas, tu vois, ou alors une garde un peu basse, etc. Donc c'est là où il faut que tu lui fasses prendre conscience que voilà, sa garde est basse, donc profite-en, etc. Et comment tu gères le côté un peu spectateur? Parce que moi, c'est vrai que j'ai une image aussi de la boxe, peut-être pas la boxe française, mais avec vraiment une ambiance de public, de limite de show. Enfin, ça reste un spectacle, quoi, où t'es entouré aussi. C'est pas comme un spectacle sur scène où il y a justement une partie du performeur et puis les gens qui regardent. Là, c'est vraiment 360 degrés autour de toi. Il y a des personnes. Comment tu le gères dans les compétitions? Est-ce que tu te mets dans ta bulle ou est-ce que ça te porte? Ça va. Alors moi j'ai souvenir en fait d'un combat, comment te dire, où je sais que le public est très agressif. Dans le sens donc qu'on puisse pour ton adversaire du coup? Non, pour moi en fait. C'est-à-dire que son adversaire en fait avait ramené ses potes et tout. Ah oui, c'était à fond. Exactement, ouais. Après je me rappelle, je rentre dans la salle, j'entends les cris, les insultes et tout, tu vois. Et en plus moi c'est comme je te disais, c'est la phase, tu vois, au moins les 2-3 minutes, tu vois, voilà, je suis un peu fébrile, etc. Donc il se passe plein de choses dans ma tête. Et je regarde mon coach et je suis quand même, ils sont un peu hostiles. Il me fait non, mais t'inquiète, oublie. Ouais. Et en fait, alors, pour le coup, moi, dès que ça sonne, ça y est, je suis dans ma bulle, boum, tout s'efface. Et puis voilà. Après, alors, comment dire, comme tu dis, c'est un spectacle. Il y a beaucoup de bluff. Voilà, il y a beaucoup de bluff, il y a beaucoup de choses. C'est de la psychologie après. Exactement. Donc en général, quand t'es boxeur, plus t'as de la bouteille, de l'expérience, tu gères bien en fait. Tu le gères bien en fait. Ils ont l'habitude. Donc voilà quoi. Après t'as des. Alors ce qui est intéressant aussi en BF, c'est que nous on organise également des sessions de combat en fait à huis clos. Ok. Ouais. Justement, quand tu débutes. Ok. Pardon. Quand tu débutes en combat, au début, les tout premiers combats, en fait, se passent à huis clos, où il y a uniquement ton adversaire, les coachs et c'est tout. Il n'y a pas de public. Ok. Justement pour éviter de rajouter ce stress-là, en fait, aux boxeurs, quoi. Et est-ce que cette tendance, elle change au fur et à mesure des compétitions? Est-ce que les championnats d'Europe, il y a vraiment, ça n'a rien à voir avec des championnats de France, par exemple, en termes d'ambiance, Non, alors en championnat de France, je dirais, alors, on va dire que c'est en boxe française, c'est quand même assez franco-français. Faut dire ce qui est. Donc, je dirais les plus gros événements où il y a plus de public, c'est quand même assez c'est beaucoup en France. Ailleurs, on peut en avoir, mais c'est un peu plus, un peu moins de monde. Donc, je dirais, il y a plus d'ambiance en fait sur des compétitions en fait en France. Ouais. Ok, ouais, forcément. Oui. Voilà. Moi, j'avais quelques petites questions pour quelqu'un qui voudrait démarrer la boxe française. Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Voilà. Peu importe où il est, en France, ou pas en France d'ailleurs. Voilà, tes conseils à quelqu'un qui écoute ce podcast et qui se dit ouais, mais ça m'intéresse trop, j'ai envie de tester. Alors il faut assister à un cours déjà, sans avoir besoin de participer. Ce qui va être intéressant, moi ce que j'estime, c'est que les encadrants, enfin ceux qui sont autour, il faut qu'ils soient bienveillants. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'en fait c'est un sport de combat où il faut se tartiner la tête, ressortir en sang. Si on voit ça, faut pas rester dans le club. Ok. Enfin, il y a, même si c'est un sport de combat, effectivement, on peut mettre de l'engagement. Il y a un temps pour tout. Il y a des phases pour tout, et en général, quelqu'un qui débute, on va pas le mettre contre quelqu'un qui prépare un combat, ça n'a pas de sens. Oui. On va le dégoûter. Exactement. Plus qu'autre chose, quoi. Exactement. Ouais. Donc en fait, ce qui est important, c'est d'aller voir un cours, assister à un cours et juste savoir un peu comment ça se passe. Mais surtout, c'est que
il faut qu'il y ait de la bienveillance, il faut que ça soit bien cadré, parce que c'est un sport de percussion, de contact. Donc en fait, il faut qu'il y ait il faut que les règles, soient bien respectées, les consignes soient bien respectées, qu'il n'y a pas de gens qui dérapent, où on sent que le coach en fait, il n'arrive pas à maintenir le groupe. Ça va pas en fait. Ouais. Donc c'est important dans ce genre de sport en fait que l'encadrant soit vraiment présent et qu'il maîtrise bien son groupe. Voilà. Et tu dirais que c'est facile d'accès en termes de coûts, Oui. Alors coût. Alors ça c'est intéressant ça aussi parce que la boxe revient à la mode. Oui. Et il y a ce qu'on appelle les white collar boxing school, c'est-à-dire que c'est des espèces de clubs privés en fait pour les cadres qui coûtent un bras une jambe, c'est 500 2000 euros l'année. Ouais. C'est super salle toute neuve. Exactement, tu vois, il y a pas de vieilles affiches, enfin si, tu vois, Mais moi c'est ça que j'adore. Moi. Non, mais ouais, voilà. C'est clair. Mais tu vois, ils vont juste payer le fait que voilà, c'est effectivement se dire qu'ils sont dans un club de boxe. Alors c'est vachement utile pour nouer ce qu'on appelle un réseau, pour le coup, parce qu'en fait, c'est très à la mode, donc il y a pas mal de cadres. En plus, on voit bien que ces types de clubs sont des lieux bien particuliers, le centre de Paris, enfin voilà. Et donc là, c'est cher. Ouais. Et tu vas pas forcément avoir les meilleurs profs parce que déjà, c'est ouvert du matin au soir. Il y a pas il y a des cours qui sont réservés, mais souvent, ça dure 1 heure, tu vois. Et après, tu as des cours, des vraies écoles de boxe, un peu comme chez nous, ici, là. Donc, en fait, on occupe des salles, en fait, de la mairie. Donc, du coup, le coût de l'année, nous, c'est 300 euros, l'année. Okay. Donc, tu as 3 cours par semaine, tu vois, en tant qu'adulte. Et c'est 2 heures. Ouais, donc et on t'apprend à boxer. T'en as pour ton argent, quoi. Exactement. Et puis, on peut t'accompagner en compétition, etc. Donc, Et justement, en tant que débutant, est-ce que c'est pas trop dur d'être prêt physiquement pour au niveau cardio, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est à l'entraînement. Oui, parce qu'en fait, tu boxes autant que t'as d'exercices, j'imagine, qui n'ont au premier abord rien à voir avec la boxe, mais qui sont de la corde à sauter. Tout à fait, je sais pas, du gainage, tu vas faire du gainage, tu vas faire des pompes, tu vas faire genre de choses, de la muscu. Comme tout sport au final. Comme tout sport finalement, comme tout sport, bien sûr. Il faut préparer ton corps à ce qui va arriver ensuite. Quoi. Exactement. Et en fait, tous les cours, en fait, il y a 3 phases. Donc il y a l'échauffement, donc où on va préparer justement ton corps en fait à la séance. Après, t'as le cours en lui-même, le cœur de séance. Donc là, c'est technique, tactique, ça dépend de la thématique. Et après, il y a le retour au calme, où à un moment donné, quand tu as soumis ton corps à un certain stress, tu vois, le retour au calme, les étirements, le fait de faire redescendre ton rythme cardiaque, parce qu'en plus, nous, les cours, c'est le soir, donc... pour dormir derrière, c'est compliqué, quoi. Donc l'idée, c'est de faire baisser le rythme cardiaque pour que tu passes une bonne nuit. Voilà. Moi, j'avais peut-être une question. Donc, tu disais que la personne qui t'a au final fait découvrir ce sport, c'était une femme, une boxeuse. Ouais. Moi, je sais que j'ai fait du Krav Maga il y a quelques années. Un tout petit peu, pas exactement pour les mêmes raisons que toi, mais en tout cas avec cette vision de me défendre. Ouais. Et je sais que le Krav Maga est souvent présenté un peu comme ça. Enfin, je l'avais découvert justement par le biais d'autres femmes qui vraiment... Et il y avait plus de femmes que d'hommes dans mon cours, et c'était vraiment ciblé là-dessus sur la défense de ce qui peut arriver dans la rue, etc. Je sais pas, en boxe, tu vois de plus en plus de femmes qui viennent pour ces mêmes raisons ou pas du tout? Alors, ça dépend pourquoi elles viennent. Alors, je pense que ça dépend. Enfin, est-ce qu'il y en a plus, en tout cas, ou pas du tout? Alors juste pour... alors, nous, on a des disciplines associées, en fait. On a d'autres disciplines dans la boxe française. Il y a la canne de combat. Et puis également de la savate défense. C'est un peu comme du Krav Maga. Ok, donc ça, d'accord. C'est juste... un petit clin d'œil par rapport à ce que tu disais. Ouais. Et puis, alors le fait que les femmes, alors chez nous, il y a des femmes, effectivement, le ratio, c'est 60% d'hommes, 40% de femmes. Donc, il y a beaucoup de femmes qui pratiquent la boxe française. Alors, pourquoi elles viennent pour plein de raisons. Je pense qu'effectivement, pour gagner, en fait, en confiance, pour essayer de, gérer des situations pour lesquelles elles seraient peut-être pas forcément à l'aise
Voilà, donc oui, bien sûr, très certainement. Alors, franchement, j'aurais pas posé la question. Hein. Ouais. Mais Bien j'imagine qu'effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, elles viennent pratiquer un sport de combat. Mais même peut-être les hommes, d'ailleurs. Et les hommes tu aussi, disais toi-même que t'es arrivé sûr. avec quand même un peu cette Moi, c'était pour ça, motivation-là. ouais, bien sûr. Ma de motivation première, c'était ça. Après, j'ai découvert autre chose derrière. Pour moi, maintenant, le sport, c'est plus, c'est pas le fait d'apprendre à me battre, en fait. Maintenant, à 50 ans, c'est vraiment alors, j'aime le challenge, donc j'aime bien la compétition, mais c'est surtout vraiment l'éducation physique, quoi. Le fait que garder de la mobilité, tu vois. Ça te fait du bien à la tête, peut-être aussi de pratiquer. Exactement, bien sûr, le stress, ça va être, je vieillis, donc, voilà, je suis pas à l'abri de la sarcopénie, en fait, qui est pas très loin, donc il faut que je gagne en masse musculaire. Ouais. Donc tout ça, en fait, voilà, c'est comme ça que je pratique le sport maintenant. C'est, Ok. ma première raison, elle a disparu, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc, Et est-ce que c'est quelque chose que tu partages avec tes proches, ta famille, ta pratique de la boxe ils comprennent pas. C'est vrai, ils comprennent pas. Non, ils comprennent pas du tout. Ma mère, à chaque fois qu'elle me dit ça, mais Miguel, attention à ta tête, tu fais trop de la boxe. J'ai fait un reportage, lis ce livre, regarde, effectivement. Oui, c'est vrai que ça peut avoir une image, c'est dangereux. Oui, c'est un risque. Alors quand tu fais du combat, du coup, tu ne joues plus. Ça, c'est vrai que il y a un vrai risque physique, qui est pas nié. Mais au-delà, il y a plus de bénéfices que de risques, en fait. Et donc, tu as su les rassurer, tes proches Oui et non, je pense pas. Ma mère, non, je pense pas. Parce que c'est ta mère. Jamais, forcément, c'est ma mère. Et t'as amené peut-être des amis à la boxe, peut-être. Oui, ça j'en ai amené, ouais, bien sûr. J'en ai amené, et puis j'en ai même eu là où je disais, en fait, tu vois, dans l'enseignement, là où j'ai même un élève qui est devenu prof de boxe. Super. C'est top. Waouh. Ça, c'est ça, c'est top. C'est franchement, c'est une belle récompense. Je suis content. Voilà. Peut-être pour aller vers la fin, Manon, moi j'ai peut-être une dernière question. Quel serait peut-être aujourd'hui dans ta pratique de la boxe en tant qu'entraîneur ou pratiquant quelque chose qui te manquerait, que tu t'aimerais encore atteindre, un rêve peut-être pas encore accompli, ou non, tu te sens totalement accompli dans ta pratique aujourd'hui et dans la place que ça a dans ta vie. Oui, aussi. Et dans la place que ça a dans ta vie. Ça évolue au fur et à mesure. Non, je pense avoir tout accompli. Oui, je suis plutôt satisfait en fait de ce que je fais en fait en boxe française. Après, non, pour moi je vois ça comme j'ai envie de continuer. Je te parlais tout à l'heure du comte de Barouzi. En fait, il a fait de la boxe française jusqu'à 60 ans. Ok. C'est ton objectif. C'est pas mal. J'ai envie de mettre les gants avec des gars à 60 ans, même avec des jeunes, etc. Donc avoir la condition physique pour en fait. Ça, j'aimerais bien le conserver, très clairement, parce que je vois, parce qu'il y a effectivement il y a beaucoup de bénéfices. En compétition même ou vraiment, alors compétition peut-être plus, mais mais moi j'ai continué. Je pense j'ai encore un an ou une ou deux fois des compétitions. D'ailleurs j'ai un boxeur ici qui s'appelle Manu. Lui il a 55 ans, il continue à faire des compétitions, quoi. Okay. Parce que justement, compétition, tu es, peu importe ton âge, tu es juste contre la même catégorie de poids, ou il y a des... Ah non, tu as toujours des catégories de poids. Quoi qu'il arrive, tu as des classes d'âge. Alors moi, je suis un vétéran. Ok, donc tu n'es que contre des vétérans, mais à ta catégorie de poids, bien sûr. Exactement, c'est ça. Ouais. On te le souhaite. 60, 70, bien sûr. Si tu restes en forme, on te le souhaite. Est-ce que on va aller vers la fin de cet épisode. Je vais vous faire écouter le son du prochain invité. Ouais, avec grand plaisir. Que tu ne pourras pas rencontrer, Miguel, mais que tu pourras écouter. D'accord. Et voir, exactement, parce que c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent seulement, on l'a pas dit au début, mais tout est filmé, donc vous pouvez nous voir sur YouTube, principalement. Ouais, c'est ça. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez voir notre petite tête, voir la tête de Miguel, bien sûr, et ce magnifique décor dans lequel on est aujourd'hui. C'est un nouvel exercice pour nous. Exactement. Peut-être qu'on n'a pas fait attention à ce qu'on faisait avec nos mains ou quoi que ce soit. Ok, vous êtes prêts ? Ouais. Franchement, c'est dur, hein. Ébéniste.
Ébéniste, tu dis? Ouais, Ah je sais oui, pas. quelqu'un qui frotte qui contre le bois. qui travaille le bois avec une espèce de râpe, je sais pas, ou Ouais, j'ai envie de papier dire ça. Ou quelqu'un qui dessine peut-être et qui fait des grands traits de crayons de couleur. Ouais, peut-être, au fusain. Ouais, quelque chose comme ça, exactement. Ouais. Fusain, ouais. Ouais, moi je vais rester sur le dessin, on va dire ça. Dessin ou ébéniste. On le saura dans le prochain épisode. Exactement. Trop bien. Et bah, c'était un plaisir de venir ici. Je m'y attendais vraiment pas du tout. J'ai mis un petit temps d'adaptation au début. Et c'était un plaisir de te rencontrer. Je voulais redire un petit mot quand même pour les auditeurs. On est trop contents de commencer cette nouvelle saison. C'est une nouvelle année. On se lance un peu des nouveaux challenges de vidéos et tout aussi. Et tout ça, c'est un peu grâce à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, encore merci de nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. J'essaie de faire de plus en plus de stories. Exactement. Manon se défonce à la com et Étienne aussi. Donc, voilà. Mettez des likes, mettez des commentaires aussi. On est sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et puis, on a aussi une adresse Gmail. On aimerait bien de plus en plus que si vous avez des personnes dans les alentours qui vous passionnent, qui ont des passions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Donc je crois que c'est ça y est, on va le mettre en description parce que je vais dire une bêtise. Je crois que c'est saveurpassion.podcast@gmail.com. Je crois que c'est ça. Je vous le remettrai en description. Mais voilà, on est ouvert à tout ça pour une nouvelle année 2026. Très bien. Et ben merci beaucoup Manon, merci merci pour cette découverte Antoine, toujours aussi surprenante. Et merci Étienne bien sûr à la technique qui a géré. On est très très bien accompagnés. On va aller taper dans des sacs de frappe. Des sacs de frappe, c'était ça. C'est ça. Des sacs de frappe, ça marche. Merci Miguel encore. Super, merci à vous. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bah en fait, c'est ça, elle a servi de décor pour des téléfilms. Ça m'étonne ouais. Donc, elle est incroyable. Ouais. C'est clair. Donc tu vois, c'est au côté surtout rustique. Je sais pas, en fait j'avais tellement mais d'ailleurs je viens de voir j'allais arriver dans un endroit hyper grand, hyper spacieux, tu sais, vraiment avec des espèces de terrains de foot et de volley. Et là en final on est assez réduit. Même si c'est une grande salle quand même. Et je viens de voir, j'avais même pas fait attention que c'était Mohamed Ali là, bien sûr. Ouais, ça, derrière, c'est clair. Donc c'est vraiment là que tu t'entraînes. Ouais. Et que tu entraînes. Et que j'entraîne aussi, ouais. Puis en plus c'est tellement français, tu vois, de mettre de la sophistication en fait dans les sports de combat. C'est vrai, oui. Mais c'est vrai en France, on aime bien. Dommage que vous nous quittiez, alors que ça commençait à devenir passionnant. Oh, continuez, j'adore. Vous avez raison, je vais essayer. Oui.